Objectivement, la France est un pays géographiquement parfait. Je veux dire, elle est protégée par des montagnes et des mers de tous les côtés, dispose d'un climat doux, de sols fertiles, d'un important réseau fluvial. Franchement, si vous remontez dans le temps, installez-vous là-bas. Tous les pays du monde n'ont pas cette chance. Nombreux sont ceux à avoir des faiblesses si grandes que leur prospérité et leur longévité ne sont pas garanties. Aujourd'hui, analysons qui sont géographiquement les 8 pires pays au monde. Le Japon. Le Japon est la 3e plus grosse économie du monde. Son empire a régné en maître sur la quasi-totalité de l'Asie-Pacifique. Et pourtant, elle a une géographie claquée. Regardez-moi cette carte. C'est littéralement une montagne géante au milieu de la mer. 76% du pays est difficilement praticable. La majeure partie de la population se concentre dans les 3 seules grandes plaines du pays, Nobi, Osaka, mais surtout Kanto. Cet endroit-là, un tiers de la population japonaise y réside, alors que c'est à peine plus grand que l'Île-de-France. Le problème, c'est que c'est aussi dans ces plaines où se concentre l'agriculture. Il n'y a que 12% de terres arables au Japon, pas assez pour nourrir tout le monde. 60% des aliments japonais doivent être importés. Je parle même pas d'énergie vu qu'ils n'ont aucune ressource. Ils dépendent à 85% du monde extérieur. Ça a posé un énorme souci pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont juste eu à couler la moitié des bateaux japonais en mer et le pays était paralysé et affamé. En plus, il n'y a aucun vrai fleuve praticable à l'intérieur pour assurer le transport. Regardez la France. C'est génial, parce que tu peux aller partout grâce au réseau fluvial. Mais au Japon, tout se jette directement dans la mer. C'est pas intéressant. En plus, ça pose un deuxième gros problème, le manque d'unité. On le sait, le pays a été traversé par les guerres internes. Il y a eu au moins 5 capitales différentes à travers l'histoire. Et ça se comprend. Comment vous voulez régner sur un pays qui est constitué de 6852 îles, dont les plaines sont isolées les unes des autres, barricadées par des montagnes qu'on ne peut franchir qu'avec de coûteux ouvrages autoroutiers. Des ouvrages d'ailleurs qui ne restent pas debout très longtemps, parce que dans le genre géographie catastrophique, le Japon goûte à tout ce qui se fait de pire en termes de catastrophes naturelles. Déjà, il est à la jonction de 4 plaques tectoniques, ce qui fait que les séismes sont fréquents, très fréquents, plus de 2000 par an en moyenne. Cette petite région concentre 20% de tous les tremblements de terre les plus puissants au monde. Vous voyez le séisme de 2011, Fukushima, tout ça ? C'est un des 5 séismes les plus puissants enregistrés par l'humanité. C'est surtout de très loin le plus cher, avec 423 milliards de dégâts. Et attendez, c'est pas fini. Au Japon, il y a aussi des super typhons, comme Hagibis en 2019, le plus coûteux de l'histoire avec 15 milliards de dégâts. Ou encore des volcans destructeurs, il y en a plus de 111 actifs dans tout l'archipel. Le XVIIIe siècle aura été particulièrement difficile pour eux, avec 3 super éruptions parmi les plus mortelles au monde. Étonnamment, cette rusticité a aussi été une de leurs grandes forces. Plusieurs fois, le Japon a failli être envahi par ses voisins, mais à chaque fois, ils ont été sauvés par la nature. Par exemple, les tempêtes qui ont ravagé les flottes mongoles. En plus, quel intérêt d'aller conquérir ce pays ? Il n'y a pas de ressources naturelles, la côte ouest du Japon est vide, la majeure partie de la population étant de l'autre côté, protégée par l'épaisse muraille de montagne. Ouais, parfois pour survivre, faut pas être le plus fort, juste le moins attirant. La Pologne. Avoir des plaines, c'est cool. Ça permet d'avoir plein de terres cultivables et d'y construire ce qu'on veut, des villes, des routes, des usines. On a de la place. C'est le cas de la Pologne où 90% du territoire est plat. Pour vous dire, ses premiers habitants s'appelaient les Polanes, ce qui veut littéralement dire le peuple de la plaine. Et quand on voit le réseau fluvial qui quadrille merveilleusement le pays, on pourrait se dire que s'installer là-bas, c'était le bon choix. Alors c'est quoi le problème ? Quand vous voyez cette carte, est-ce que vous savez tracer instinctivement les frontières de la Pologne ? Donner la forme du pays, un peu comme la France, l'Espagne ou l'Italie. Non, la Pologne manque de frontières naturelles. Elle n'a que la Baltique au nord et les montagnes des Carpates au sud. Au niveau maritime, le seul accès à l'océan mondial se fait par la Baltique, dont on ne sort qu'en traversant le sinueux détroit entre le Danemark et la Suède. Il suffit de quelques navires ennemis comme en 1627 à la bataille d'Oliwa, et tout le monde est bloqué. Au niveau terrestre, c'est pas mieux. En fait, c'est pire. Pendant un certain temps, la Pologne était une puissance mondiale avec une superficie englobant la Lituanie, la Lettonie, la Biélorussie, l'Ukraine et même un peu de la Russie. Bon là, c'est plus vraiment le cas. Pendant des siècles, elle n'a fait que subir les attaques ennemies, perdant du terrain en continu. 1772 aura été le début de la fin, la Pologne s'inclinant face aux armées russes de Prusse et d'Autriche. Elle perd alors 30% de son territoire. 20 ans après, elle cesse carrément d'exister, annexée par les 3 puissances voisines. Ça a duré jusqu'en 1918 avec l'effondrement de ces 3 empires, mais la Pologne n'a pas vraiment eu le temps de souffler.
Le Reich allemand en annexe une partie dans son espace vital et l'Empire soviétique en fait une de ses colonies. Le bilan est lourd. De 1492 à aujourd'hui, la Pologne a été divisée par 4. Ajoute à ça des ressources naturelles très limitées, un climat pas fou avec des hivers très froids et des étés pluvieux, et tu comprends mieux la caricature. Bonsoir et bienvenue au quart d'heure de bonne humeur de la télévision polonaise. L'Iran. Si la Pologne est un pays trop plat, l'Iran est probablement ce qui se fait de pire en termes de trop de relief. Matez-moi cette carte topographique. À l'ouest se trouvent les monts Zagros, une frontière naturelle avec l'Irak, et vers le nord, les monts Elbourz qui protègent des pays autour de la mer Caspienne. Toutes ces montagnes forment une barrière qui protège le cœur iranien, mais qui sépare aussi les peuples. On dénombre pas moins de 80 groupes ethniques différents, tous parlant leur propre langue régionale. Et c'est un problème du pays. C'est le cœur de l'Asie, le carrefour de tous les peuples. Il n'y a donc aucune unité génétique, entre guillemets. Ce qui tient le pays ensemble, c'est la religion musulmane, mais même là, il y a une fracture entre chiites et sunnites. Le pays est soumis à d'importants flux de migrants, particulièrement ses voisins en guerre. 3 millions d'Afghans, un demi-million d'Irakiens, et ils morflent pas mal. La xénophobie est non seulement institutionnalisée, mais très populaire. Un autre problème posé par ces montagnes, c'est le transport. Quand on regarde le réseau ferré iranien, ça couvre pas beaucoup du pays. Dites-vous qu'il n'y a qu'une seule ligne TGV et elle va pas très loin. Cette difficulté à quadriller son propre pays pose de gros problèmes de ravitaillement pendant les guerres. Prenez la guerre contre l'Irak. Le front était ici, dans les plaines du Khouzistan, une région fertile, riche, avec d'immenses ressources en eau et en pétrole. Eh bien, c'est pas très logique, mais c'est iranien. Pourtant, la deuxième plus grosse ville irakienne, Bassora, est juste à la frontière. Pas étonnant que l'Irak a toujours voulu ce territoire. C'était facile pour eux d'envoyer des tanks, des hommes, alors que les soldats iraniens devaient faire des voyages difficiles à travers les montagnes. En vrai, sans l'intervention de l'ONU, il est fort probable que ce territoire soit aujourd'hui irakien. À côté de ça, le pays a un climat très compliqué, il y fait très chaud, trop chaud. En mai, un record de chaleur y a été battu à 80,8 degrés dans le désert de Lot. En plus, il n'y a pas de fleuve important dans le pays. Il y a des rivières quand même, comme le Zayan-Deraoud, mais qui, soumis à la croissance démographique, au changement climatique et à des cultures intensives, est en train de s'assécher. Étonnamment, avec tous ses défauts, il est bon de rappeler que la Perse a été un des plus grands empires au monde. Et ouais, l'Ékistan. Autour de l'Iran, il y a un sacré paquet de pays que vous ne connaissez sûrement pas très bien. Tous ceux qui finissent par ce temps-là. Il y en a 7 qui vivent reculés, loin de tout littoral, encerclés par les surpuissances chinoises, russes, indiennes et iraniennes. Alors pourquoi ces 7 pays ne se regrouperaient pas pour former un seul et unique bloc ? Ça serait le 4e pays le plus peuplé au monde avec 314 millions d'habitants, le 7e plus grand en surface et la 5e armée permanente du monde avec un peu moins d'1 million de militaires actifs. Géographiquement, ça serait idéal avec un accès à l'Europe et à l'océan Indien grâce au Kazakhstan et au Pakistan actuels. Le pays serait unifié par l'islam et une histoire commune, celle de la route de la soie et de Gengis Khan. C'est beau, hein ? Bah ça n'arrivera sûrement jamais. Un pays développé comme le Kazakhstan n'a pas vraiment de raison de s'allier à un pays comme l'Afghanistan, qui connaît de fortes tensions militaires, ou encore le Turkménistan et le Tadjikistan avec des régimes dictatoriaux. Ensuite, répartis dans ces 7 pays, il y a plus de 18 groupes ethniques qui ne s'entendent pas du tout. Il y a des conflits encore aujourd'hui, par exemple les frontières entre le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, chacun voulant étendre son territoire sur l'autre. Même au sein des pays, il y a des guerres civiles, comme en Afghanistan, entre les Pashtuns, les Tadjiks et les Ouzbeks. La question de l'unité se posera encore plus au moment de choisir la capitale. Ça sera sûrement le Pakistan qui remportera les négociations. C'est le seul pays avec l'armement nucléaire et un accès au commerce maritime. En plus, en termes de richesse, pour rivaliser avec le PIB de Karachi, capitale économique du Pakistan, il faudrait combiner le PIB de l'Afghanistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan. Le nouveau pays aurait 3 frontières très conflictuelles avec l'Inde, l'Iran et la Russie. Autant vous dire que ces puissances ne laisseront jamais une telle union se faire. Notez enfin, histoire d'enfoncer le clou, que cet immense pays imaginaire aura une disparité climatique extrême. Les déserts d'Afghanistan peuvent monter à 50 degrés en été, alors qu'au Kazakhstan, Nur-Sultan est la 2e capitale la plus froide au monde, avec ses moins 20 degrés en février. Décidément des terres bien inhospitalières. L'Indonésie.
Si ce nom vous fait penser aux vacances sur la plage, vous êtes très loin de la réalité. Ce pays est la réunion de 17 504 îles, réparties sur une superficie plus large que l'Europe ou les États-Unis. Pour la traverser en voiture, il vous faudrait 273 heures sur 8300 km. Si vous vouliez aller voir vos parents à pied, à raison de 25 km par jour, ça vous prendrait 1 an pour les rejoindre. Et ne comptez pas vous passer du bateau, tout se fait en ferry. Même les îles principales ne sont pas reliées par des ponts. À éloignement extrême, diversité culturelle monstrueuse. Il y a plus de 719 langues parlées. Le 2e plus gros réservoir linguistique du monde. Et on parle pas de petites langues parlées au fin fond de la forêt. 13 dépassent le million de locuteurs avec des alphabets bien différents. Les papiers administratifs, ça doit être un enfer. Concernant la religion, on a l'Est chrétien et l'Ouest très musulman, l'Indonésie étant la plus grande nation de l'islam. Il y a ceux qui le pratiquent doux, en adéquation avec les cultures locales, et les plus traditionalistes, en tension avec les premiers. Pour ajouter une petite couche au conflit qui bouillonne, les frontières. C'est un peu n'importe quoi dans la région. La Papouasie coupée en 2, Bornéo coupé en 2, avec même un 3e micro-état qui vient se caler au milieu. Bref, ça a été dessiné au ciseau par l'héritage colonial. Ouais, encore. La plus grande bombe à détonation du pays, c'est son île principale, Java. L'Indonésie, c'est déjà très peuplé. En fait, ça l'est vraiment beaucoup puisque c'est le 4e pays le plus peuplé au monde. Eh bien, Java regroupe 2/3 de toute la population. 150 millions de personnes sur une île 6 fois plus petite que la France. Ça a une conséquence étonnante. L'île coule. Ouais, bientôt elle disparaîtra de la carte. Il y a le réchauffement climatique et la fonte des glaces, bien sûr. Mais la surpopulation oblige à construire des bâtiments lourds, à pomper les nappes phréatiques, et ça enfonce l'île dans le sol. En 2050, la capitale Jakarta devrait avoir les pieds dans l'eau. Si elle n'a pas été balayée par un tsunami d'ici là. Ouais, parce que Java est aussi à la croisée de 2 plaques tectoniques. Donc, des séismes et des volcans. En Indonésie, il y en a plus de 500. Et le plus dangereux, Tambora, Krakatoa, Merapi, ils sont où ? Ils sont pas loin de Jakarta, sur l'île de Java. Voilà pourquoi il a été décidé de carrément déplacer la capitale sur une autre île, à Bornéo, radical. Ceci afin de mieux dispatcher les populations et s'éloigner des catastrophes naturelles. La nouvelle ville devrait être construite d'ici 2024 autour d'une intégration ville-forêt technologique. C'est un projet très excitant. Ces pays à la forme bizarre. Il y a certains pays qui ont beau être puissants, ils doivent surmonter quelques problèmes à cause de leur forme. Premier cas, la Russie. Beaucoup trop grande horizontalement. Bon, même si c'est un peu de la poudre aux yeux, le pays réel, le 3/4 de la population habite dans le quart ouest du pays, qui est pas plus grande que l'Europe. Tout ce qu'il y a derrière l'Oural, c'est pour les ressources naturelles. Le truc, c'est que la Russie a quand même quelques problèmes géographiques, notamment son climat, qui l'empêche d'être une puissance maritime. Prenez Saint-Pétersbourg, le 2e port du pays. L'hiver, le gel bloque les bateaux. Les ports de la mer Noire, dont le plus gros, Novorossiysk, sont florissants, mais n'offrent pas beaucoup de possibilités de sortie. Reste l'Est, glacial, éloigné de tout, mais avec un accès au Pacifique. 2e cas, le Chili, qui est beaucoup trop grand, mais verticalement. 20 fois plus qu'horizontalement, aussi long que l'Europe, mais pas plus large que le Portugal. Cette géographie très particulière se reflète sur son climat. Le nord est chaud et sec, le sud polaire et humide, et le centre bénéficie d'un climat méditerranéen propice à l'agriculture. 3e cas, l'Australie, qui est certes bien proportionnée, mais trop grande. 90% de la population vit près de la côte est, à cause des températures infernales et de l'aridité qui persistent au centre et à l'ouest. C'est pas pour rien que le cancer de la peau est aussi appelé le cancer de l'Australie. Malgré une concentration côté ouest, les quelques grandes villes sont toutes éloignées les unes des autres. Si tu habites à Sydney et que ta copine est à Perth, il te faudra parcourir 41 heures de route pour aller la voir. De Sydney à Melbourne, ça paraît pas loin, mais il y a quand même 9 heures. Ajoutez à ça que c'est un pays occidental, complètement isolé du reste du monde, des flux aériens, des flux de marchandises, du décalage horaire, à l'inverse de tout le monde. Alors oui, ces 3 pays sont prospères. Leur géographie n'ont pas été un frein à leur développement. On peut avoir une géographie compliquée et s'y adapter, de sorte à en faire, sinon une force, au moins un élément négligeable. Une grande nation capable de conquérir le monde peut naître n'importe où. Regardez, l'empire du Japon commence sur des îles montagneuses, l'empire perse au milieu des montagnes, les grandes conquêtes de l'islam dans un désert. Regardez
L'Italie, qui a d'énormes reliefs qui la coupent en deux verticalement, qui est au centre de rien et qui pourtant a été le phare de l'Europe et de la Méditerranée pendant des siècles. Les Mongols aussi, un pays froid, enclavé avec de grands plateaux montagneux qu'il a destiné à s'isoler, pas à conquérir la moitié du monde. Mais non, l'histoire des hommes et leurs milieux ne sont pas tant liés que ça. Si la France semble avoir des frontières naturelles qui se dessinent parfaitement, ces évolutions dans l'histoire ont montré que ça voulait rien dire. Un pays peut avoir la forme qu'il veut tant qu'il arrive à garder sous contrôle ses populations. Prenez le Lesotho, très pauvre, en plein milieu d'un pays. Géopolitiquement, ça veut rien dire. C'est pas censé exister. Ça existe, car telle était la volonté des hommes. Les exemples dont on a parlé aujourd'hui doivent pouvoir nous inspirer, montrer que malgré les difficultés, on a ce pouvoir en nous de dépasser nos natures.